Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point de situation sur la guerre en Ukraine. On va reprendre le fil des événements depuis la fin février et la dernière vidéo. Donc la période a été marquée par un grand nombre d'offensives russes, mais qui n'ont pas permis de percer les défenses ukrainiennes. On a une grande stabilité du front avec beaucoup de combats à longue distance avec l'artillerie, une guerre de tranchées qui provoque énormément de morts sans obtenir de résultats stratégiques, toujours autant de drones qui font des massacres, des raids de blindés envers ces tranchées, beaucoup de combats urbains, notamment dans le Donbass, des bombardements dans la profondeur qui se poursuivent avec les HIMARS côté ukrainien, mais aussi l'arrivée des bombes planantes pour les deux camps. Avant de continuer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée et que la totalité de l'argent des sponsors est reversée à des associations et à des œuvres en Ukraine. Et aujourd'hui, notre sponsor, une fois de plus, c'est NordVPN, que j'ai utilisé à fond dans mon voyage en Ukraine pour plein de bonnes raisons. D'abord, je voulais éviter que ma position soit connue, donc je désactive le GPS et je choisis un point de connexion en France, c'est-à-dire que les sites web sur lesquels je me connecte me voient toujours présent en France. Ensuite, on se doute que dans un pays en guerre, les Wi-Fi publics, c'est un risque de sécurité, par exemple dans les hôtels. Donc NordVPN permet de chiffrer l'intégralité de mes échanges, c'est-à-dire que mon flux est protégé, même si le réseau Wi-Fi est corrompu. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des pirates qui peuvent directement créer des spots Wi-Fi ouverts avec le nom de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, un hôtel, un aéroport. C'est-à-dire que vous allez vous connecter et à ce moment-là, ils vont pouvoir aspirer tout votre flux, y compris vos mots de passe. La solution pour éviter toute faille de sécurité, c'est donc NordVPN, avec le lien qui est en commentaire de cette vidéo, nordvpn.com/titelman. En plus, il y a une offre exclusive avec 4 mois gratuits, vous avez 1 mois d'essai sans engagement, et avec tout ça, vous aurez la possibilité de naviguer partout dans le monde en toute sécurité. Allez, on retourne en Ukraine. On revient donc sur le dernier mois avec ce constat simple. L'Ukraine a réussi sa campagne d'hiver, c'est-à-dire qu'elle a réussi à contenir toutes les offensives russes tout en limitant fortement ses pertes. Donc si on reprend la chronologie, on a vu en février une succession d'attaques russes sur tout le front, de grandes offensives sur Zaporijjia, sur Vuhledar et en direction de Kupiansk. Et chacune de ces offensives s'est transformée en débâcle avec plusieurs milliers de morts et des centaines d'équipements perdus côté russe. Donc je vous renvoie pour ça vers la vidéo précédente dans laquelle on avait analysé en détail ces combats et j'avais fait ce focus sur Vuhledar. Mais quand on regarde l'évolution de la maîtrise du terrain depuis la dernière vidéo, et bien simplement on constate que la Russie a conquis seulement 0,02% du territoire ukrainien, c'est-à-dire seulement 70 km² sur tout le mois de mars, et ce sera évidemment pareil en avril, c'est peut-être un petit peu plus lent. Donc ça signifie qu'au rythme actuel, il faudrait plusieurs siècles à la Russie pour conquérir uniquement le Donbass. Donc évidemment, cette guerre n'est pas soutenable à la situation actuelle. Donc l'incapacité russe à progresser malgré des offensives majeures, elle s'est traduite par une baisse régulière du nombre d'attaques quotidiennes de petite taille, et on est finalement passé de 120 attaques par jour sur tout le front début mars à seulement une cinquantaine d'attaques par jour fin avril. Donc la Russie est passée d'une phase offensive qui a échoué à une phase de remise en état de l'armée pour compenser ses pertes et en attendant l'arrivée de nouveaux soldats lorsqu'ils auront fini leur formation. Niveau équipement, on constate une certaine stabilité des pertes, avec en moyenne 15 destructions d'équipements russes et 4 équipements ukrainiens qui sont détruits chaque jour depuis le début de l'année, et on ne parle que des pertes prouvées, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec les chiffres des protagonistes, qui sont évidemment beaucoup plus importants mais qui sont faux, mais globalement on conserve donc ce ratio de 3 pertes russes à chaque fois qu'il y a une perte ukrainienne qu'on constate depuis le début de la guerre. Si on regarde les pertes sur une période plus longue, ici donc depuis le mois de juillet, on voit bien les moments sur lesquels les offensives ukrainiennes ont été des succès, notamment de septembre à novembre, quand l'Ukraine avait pu libérer plus de 20 000 km² de son territoire, et qu'ils ont donc détruit ou capturé énormément d'équipements russes. Puis, à partir du mois de décembre, on voit qu'il y a un nombre de pertes ukrainiennes qui décline progressivement, tandis que les pertes russes, elles se limitent aux conséquences de leurs offensives ratées, mais on n'a plus d'effondrement du front, comme on a pu le constater par le passé. Donc maintenant, il faut se poser la question des conséquences de ce déséquilibre dans les pertes matérielles. On sait que la Russie, elle puise progressivement dans ses stocks, avec par exemple dans les derniers mois la remise en service d'équipements qui sont toujours plus vieux, comme les BTR-50 qui ont été introduits en 1954 dans l'armée soviétique, l'apparition d'horreurs comme l'installation de canons de marine sur ces blindés, ou alors la sortie des chars comme le T-54 qui a été produit à partir de 1948 et pour lesquels on a plusieurs preuves de déploiement. Donc
Ce vieillissement, il se traduit aussi dans les statistiques, et en mars, on voit que 68% des chars qui ont été détruits datent de l'époque soviétique, alors qu'ils ne représentaient même pas 30% des pertes au début de la guerre, et ça ne devrait pas s'améliorer puisque la Russie se vante de produire 20 chars par mois et d'en moderniser autant. Donc dans cette vidéo, vous voyez qu'ils sont en train de moderniser un T-72 classique et de transformer dans la version B3, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 40 chars nouveaux ou mis à jour qui arrivent chaque mois sur le terrain, ce qui représente 5 fois moins que les pertes constatées. Donc structurellement, on devrait continuer à voir la dégradation des qualités des matériels qui sont exploités par l'armée russe. Et au total, l'armée russe a dépassé le chiffre stratosphérique de 10 000 pertes documentées. Je vous renvoie vers le site Oryx pour le constater par vous-même, mais rappelez-vous qu'on estime qu'il y a à peu près 30% de pertes au-dessus de ce qu'on a pu prouver par l'image, donc probablement 12 000, 13 000 pertes, certaines simplement pour l'armée russe. En face, du côté ukrainien, ils arrivent à 3200 pertes documentées, et là, quand on a pu comparer les sources ouvertes avec la réalité, les rares fois où ça a été possible, c'était 2 fois plus de destruction, donc probablement plus de 6000 pertes du côté ukrainien. Il y a évidemment des pertes dans les deux camps, mais il s'agit d'une situation qui est très clairement à l'avantage du défenseur, c'est-à-dire de l'Ukraine, puisque c'est celui qui est à l'offensive qui prend les risques, et c'est évidemment celui qui subit également le plus de pertes quand les offensives se passent mal. Donc l'objectif des Ukrainiens, il est très clair, c'est coûter le plus cher aux Russes, toujours dans le cadre de cette guerre d'attrition qui se prolonge, et en même temps réussir à constituer des stocks qui constituent une réserve qui va être utilisée dans le cadre d'une future grande offensive qui arrive certainement très prochainement. Concernant les pertes humaines, d'après les fuites de documents confidentiels américains qu'on a vus sur Internet il y a quelques semaines, eh bien fin mars, l'Ukraine aurait perdu 130 000 hommes, dont environ 17 000 morts. Ça veut dire qu'il y a à peu près 100 000 blessés et prisonniers, alors que du côté russe, on aurait dépassé les 200 000 pertes, dont 40 000 morts. Donc c'est intéressant de constater que les chiffres sont globalement cohérents avec les données et les analyses qu'on avait pu réaliser en OSINT. Par contre, on a moins de morts qu'attendu dans cette proportion, mais les pertes sont justes, mais la part des morts dans ces pertes sont un petit peu plus faible que prévu. Donc maintenant, on va faire, comme d'habitude, le tour des fronts, en commençant par la région de Kherson, avec cette confrontation à distance entre les deux rives du Dniepr, c'est-à-dire que la ville continue d'être bombardée ponctuellement, comme ici pendant une messe, ou ici le 18 avril sur le marché central de la ville. Il y a donc des échanges de tirs des deux côtés, avec cette différence toujours marquante en termes de communication, c'est-à-dire que les Russes montrent qu'ils tirent, alors que les Ukrainiens montrent plutôt l'efficacité de leur frappe, par exemple ici contre un T-72 russe, avec une munition Excalibur, à proximité de la localité de Tchelbourda, ou ici avec un drone kamikaze FPV contre un camion de transport. On a aussi des bombardements par drone par les Ukrainiens, ici contre un BMP-3, et les Russes utilisent pour leur part plutôt des munitions rôdeuses, par exemple contre ce radar météo ukrainien, ou ici contre un M777 avec une munition Lancet 3. Donc depuis le début, on a 48 M777 qui ont été détruits, soit à peu près un tiers des livraisons connues. Et c'est avec ce type d'informations qu'on permet aussi d'avoir un retour d'expérience sur l'efficacité, la qualité des différents équipements. Par exemple, sur les 130 Howitzer M109 qui ont été livrés, il n'y en a qu'une vingtaine qui a été touchée, parce qu'ils ont la capacité de bouger. Et sur la petite cinquantaine maintenant de canons César d'origine française qui ont été livrés, il n'y en a qu'un seul qui a simplement été endommagé. Donc évidemment, plus c'est mobile, moins il y a de destruction. Et ça confirme le statut de pièce d'artillerie favorite des Ukrainiens dans cette guerre. En tout cas, le plus intéressant dans la zone, c'est plutôt les raids qui ont eu lieu avec les Ukrainiens qui traversent le Dniepr, qui sabotent des installations côté russe, qui parfois ramènent aussi des petits bateaux. On en a presque toutes les semaines, et bizarrement, ce sont surtout les Russes qui communiquent, puisque ce sont eux qui partagent ces images comme quoi il y a des combats sur leur rive, sur la rive gauche du Dniepr. Sauf qu'en avril, ça a quand même évolué avec une présence ukrainienne qui n'est plus ponctuelle par des petits raids, mais a priori, il reste en permanence sur la rive gauche du Dniepr, avec des blogueurs russes comme Rybar qui disent qu'ils sont maintenant installés depuis plusieurs semaines avec le partage d'images géolocalisées de combats au sol dans deux zones particulières, à côté de Luke qui se trouve tout à fait au sud, et le deuxième qui est plus intéressant qui se trouve dans l'axe du pont Antonevski qui se trouve juste en face de la ville de Kherson. Donc si les Ukrainiens arrivent à créer une tête de pont à cet endroit, ce sera évidemment un atout majeur pour eux, avec potentiellement une possibilité d'accéder sur les arrières du pays. Donc en tout cas, on a une accumulation d'actions relativement discrètes, et dans la semaine du 25 avril, on a eu de larges portions du Dniepr sur lesquelles il y a eu des offensives, en tout cas il y a eu des bombardements ou des actions de commando, donc on ne sait toujours pas si l'objectif c'est de préparer une future offensive, ou l'intérêt ce serait de maintenir une pression sur les Russes qui leur impose remettre des troupes dans la région, et ce qui se fait donc au détriment d'une autre zone dans laquelle
lesquels potentiellement il pourrait y avoir cette contre-offensive. Donc plus à l'est, dans la région au sud de Zaporijjia, là où il y a un contact direct de front entre les deux camps, eh bien on voit que la ligne est restée identique, il n'y a eu absolument aucune progression, c'est-à-dire que déjà il n'y a plus de grandes offensives comme on avait pu le voir en février, il y a eu quelques petits assauts qui ont été répertoriés, ainsi que des combats dans la zone grise, mais tout ça était d'une intensité qui était relativement plus faible. On a quand même des images intéressantes, comme à bord de ce BTR-4, qui est donc un véhicule à 8 roues de conception ukrainienne, et également des vidéos des Mi-24 qui ont été offertes par la République tchèque et que l'on a pu identifier dans la zone. Côté russe, on peut souligner ce drone Lancet qui touche un navire ukrainien qui patrouillait sur le Dniepr. En tout cas, ce qui est plus caractéristique de l'activité russe dans la région, c'est la construction de fortifications, et il y a une équipe OSINT qui a fait un travail extraordinaire en géolocalisant toutes les images satellites, ce qui permet de connaître la qualité de chaque ligne de défense. On sait lesquelles sont de simples tranchées et lesquelles ont des dents de dragon. Je pense vraiment que c'est la première carte dans laquelle le grand public a la possibilité d'avoir des informations de qualité militaire, et donc je vous mettrai en commentaire épinglé un lien vers cette base de données dans laquelle vous avez toutes les informations. Côté bombardement, on continue à voir évidemment les HIMARS qui font leur travail, on a régulièrement des tirs qui sont répertoriés, et plus au sud, la Crimée reste la cible des Ukrainiens, avec à la fois des drones navals qui ont réussi à entrer dans le port de Sébastopol le 22 mars, puis encore une deuxième fois le 23 avril, et il y a aussi des bombardements avec des drones, et là vous entendez le bruit du survol de la ville de Jankoï. Et les Ukrainiens annoncent dans ce cas-là avoir détruit plusieurs missiles de croisière calibre qui étaient à bord d'un train. Mais le plus spectaculaire, ça reste l'attaque des dépôts pétroliers de Sébastopol, qui est pourtant la zone la plus défendue de Crimée, dans laquelle au moins 3 drones ukrainiens ont réussi à passer la défense aérienne russe. Donc si on va plus à l'est, vers Vuhledar, je vous rappelle que c'est là que la Russie a lancé sa plus grande offensive de tout le front depuis février dernier, et que ça s'est transformé en débâcle, et on a désormais davantage d'images de cette tentative, mais cette fois-ci du point de vue russe, mais on apprend pas grand chose de plus que par le passé, si ce n'est l'intensité des combats pour ceux qui avaient réussi à passer les champs de mines. Après ces attaques ratées, donc il s'est passé à peu près la même chose qu'autour de Zaporijjia, c'est-à-dire que les Russes ont cessé leurs grandes offensives, mais ils continuent de lancer quelques attaques sans aucun succès. Ici par exemple, cette colonne se déplace à pied dans les champs, elle est repérée avec un drone qui a une capacité de détection thermique, et elle est décimée par un obus. Donc, faute de pouvoir réussir à prendre la ville de Vuhledar, les Russes la bombardent avec leur artillerie, ou également avec des munitions incendiaires, ce qui est totalement interdit par toutes les conventions, ou même avec des bombardements par l'aviation, comme sur cet immeuble d'habitation de grande hauteur pour lequel les Russes ont tiré une bombe planante qui est censée être une munition de précision, ça s'appelle la KAB 500, et donc c'est un équivalent russe des bombes JDAM. C'est une munition qui est très récente sur le champ de bataille, les Russes les ont utilisées très récemment, et ils en ont produit très peu avec du coup cette efficacité qui a l'air relativement faible. Plus à l'est, dans ce qui reste de la ville de Marinka, on a des combats urbains intenses, car les offensives russes n'ont pas baissé en intensité, mais tout cela est en pure perte puisque le front n'a pas bougé d'un mètre. Là, on est avec les hommes de la 79e brigade d'assaut qui arrivent sur une maison après en avoir chassé les Russes. Et si on prend un petit peu de recul autour de la ville, dans les champs, on a également pas mal d'assauts russes qui veulent finir l'encerclement de la ville. Par exemple, cette tentative qui a eu lieu début mars avec ce char, ou dans cette autre offensive qui a eu lieu fin mars, une des principales sur la période, qui se déroule juste au nord de la ville. Et vous voyez tous ces chars qui sont accompagnés d'infanterie, qui progressent dans les champs en tentant de se dissimuler des missiles grâce à ces nuages de fumée, sauf évidemment, ça permet de bien les repérer par les drones, et ça ne change absolument rien, puisqu'au final, on voit ici que ce char reçoit un missile sur sa gauche, puis les drones vont bombarder les Russes qui n'ont plus de chars pour progresser à couvert dans ces champs. Dans cette vidéo, toujours à Marinka, on est à bord d'un char russe qui va se prendre une munition rôdeuse PG-7 malgré son écran de protection, et on a même réussi à trouver l'image filmée côté ukrainien, donc a priori, le char est non détruit. Les Russes partagent aussi le bombardement d'un véhicule ukrainien avec une bombe qui semble disproportionnée quand on voit son ampleur, mais on voit que le véhicule semble en feu à la fin, donc cela confirme la présence d'un petit peu d'aviation russe dans la zone, même si on n'en a que très peu d'images. Par exemple, ce Mi-28 qui réalise des tirs en cloche, on a aussi un Kamov 52 qui a été abattu et dont on voit ici la carcasse. Et du côté de l'aviation, il y a cette vidéo d'un binôme de Sukhoi 25 russes dont l'un va être abattu par les Ukrainiens. D'abord là, vous voyez l'image filmée par un soldat russe, et on a la même scène qui est tournée par un drone ukrainien. Si on remonte un petit peu plus vers le nord, là on est dans des champs, c'est vraiment la guerre de tranchées, et ici aussi on a pas mal d'images de combat de quelques chars, il y en a clairement plus que dans le sud. Donc dans cet exemple, les Ukrainiens vont harceler ce char T-80BV avec les drones, jusqu'à ce que l'équipage abandonne son char et qu'une dernière grenade soit lancée à l'intérieur pour le détruire.
Comme ailleurs, la quasi-totalité des images de destruction fournies par la Russie sont liées au drone suicide Lancet, ici contre un système de défense aérienne Stormer britannique, et on souligne aussi l'emploi de drones terrestres lancés par les Ukrainiens contre les tranchées russes, avec ce drone qui transporte 12 kg d'explosifs à son bord, et vous voyez qu'il est guidé avec un drone aérien jusqu'à ce que les opérateurs déclenchent l'explosion une fois qu'il est arrivé dans la tranchée russe. Quand on continue à remonter le front jusqu'au nord de la ville de Donetsk, on arrive sur Advivka, qui est plus ou moins un petit Bakhmout, c'est-à-dire que la ville est elle aussi attaquée depuis des mois et des mois, donc c'est l'une des deux zones du front où les Russes ont réussi à un petit peu avancer, avec un progrès de presque 3 km, ce qui reste néanmoins très faible étant donné les moyens engagés. Donc on a constaté plusieurs offensives chaque jour, la grande majorité se sont transformées en échecs, par exemple ce groupe d'infanterie russe est accueilli par un BMP-2 et un char de la 110e brigade mécanisée, ainsi que par des drones. Il y a aussi eu de grandes offensives réalisées avec des blindés, mais le résultat est le même, ce sont des champs gigantesques dans lesquels ils ne brouillent pas les drones ukrainiens, qui peuvent donc voir les offensives arriver, et ce qui donne un grand préavis à la défense qui dispose de missiles anti-chars guidés, comme vous le voyez sur cette image, ainsi que des pièces d'artillerie, et notamment les Césars dont on a des images dans la zone. Côté russe, ils montrent l'utilisation du drone Forepost Air, dont ils n'ont que très peu d'exemplaires, mais ils n'ont pas l'air de les engager dans le combat, ils semblent filmer de loin, et on voit par exemple une frappe d'artillerie qui touche, ce qui est présenté comme un dépôt de munitions ukrainien. En tout cas, les Ukrainiens tiennent vraiment bien étant donné la quantité de moyens qui est engagée et qui sont perdus aussi par la Russie pour avancer, et Zelensky s'est même payé le luxe de venir dans la ville pour saluer les combattants et décorer plusieurs d'entre eux, ce qui prouve donc que la ville est encore bien maîtrisée. Plus au nord, les Russes montrent aussi pas mal d'attaques sur des positions ukrainiennes, comme par exemple ici autour de Nevelske. Donc il y a logiquement des pertes ukrainiennes, mais les offensives qui s'ensuivent de la part de la Russie sont probablement repoussées, puisqu'il n'y a aucune évolution du terrain qui a été constatée. Encore plus au nord, on arrive sur la zone de Bakhmout, et là je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait avec un combattant français qui se bat dans la zone, il s'appelle Looping, je vous mettrai le lien en commentaire à cette vidéo. Allez voir d'abord son ressenti et son point de vue, mais si on reprend la chronologie, d'abord la Russie avait lancé de grands assauts façon char à canon en février, mais ça avait provoqué des pertes énormes sans avoir de résultats très intéressants, et donc cette technique a été abandonnée au profit d'attaques qui sont réalisées par des forces mieux formées et surtout qui sont soutenues par l'artillerie. Donc il y a eu des craintes de voir les forces ukrainiennes être encerclées dans la ville, mais les lignes de défense ont finalement bien tenu, et donc à partir du mois de mars, les Ukrainiens ont déployé davantage d'artillerie, si bien qu'il y a eu un certain équilibre qui s'est installé, ce qui oblige les Russes à progresser immeuble par immeuble depuis 6 semaines, avec seulement 1 ou 2 bâtiments pris chaque jour, même si j'ai bien l'impression qu'on arrive à la fin de la bataille, car à un moment, quand il ne reste plus que quelques rues, même avec des bâtiments de grande hauteur, eh bien c'est pas assez pour tenir, et Bakhmout pourrait donc être abandonné très rapidement. Moi j'étais donc à Kramatorsk début avril, et quand j'ai échangé avec les équipes qui faisaient leur mission, qui dure parfois 2 jours, 3 jours dans Bakhmout, très régulièrement, les équipes disaient qu'elles avaient tué 1 ou 2 Russes. Donc les reculs ukrainiens sont vraiment organisés pour laisser aux Russes des axes de progression dans lesquels ils sont sous le feu des snipers. Et parfois, quand les Ukrainiens détectent l'accumulation des Russes dans un immeuble, eh ben, ils peuvent demander une frappe d'artillerie, comme dans cette image qui est fournie directement par Looping. Là, dans cette image, on est plutôt côté russe, avec des hommes de Wagner qui tirent par une fenêtre, mais il faut bien comprendre que maintenant, ce sont réellement des professionnels que sont dans la ville, ce qui rend la tâche du coup beaucoup plus dure pour les Ukrainiens, et en plus il y a vraiment un brouillage important contre les drones, alors que les drones étaient vraiment un élément qui était à l'avantage des Ukrainiens depuis le début de cette guerre, et là ils ne peuvent presque plus en disposer dans la ville, avec des actions qui sont limitées à quelques centaines de mètres maximum. Mais le principal à retenir, c'est que les troupes de Wagner ont progressivement laissé la place à l'armée régulière, et les Russes ont commencé à engager des chars, notamment des T-90, et ils ont fortement accru la pression avec l'artillerie sur la ville, avec un but très clair, ils veulent détruire tous les bâtiments qui sont encore tenus par les Ukrainiens, ce qui représente à peu près 20% de la ville, et vous voyez ici une image qui a été fournie par les Russes pour montrer l'état de la partie de la ville qu'ils ont réussi à conquérir. Les Russes ont aussi essayé de très nombreuses fois de terminer l'encerclement de la ville, heureusement pour les Ukrainiens sans succès, et donc on a des combats qui sont très intenses autour de la seule route d'accès à la ville. Ici, on est avec des unités des loups de Da Vinci qui vont repousser une offensive. La vidéo fait plusieurs minutes, elle est vraiment impressionnante. Et dans la même zone, on a cet autre combat. À l'inverse, sont des soldats d'Azov qui vont reprendre une tranchée avec toujours cet avantage d'être éclairés par des drones, puisque les drones vont pouvoir informer les soldats de l'emplacement exact de leurs ennemis. Vous voyez ici les résultats à la fin des combats.
Le 25 avril, on peut souligner la première utilisation par l'Ukraine de bombes aériennes guidées de précision, les JDAM, qui ont été envoyées sur des bâtiments de stockage et de regroupement russes dans Bakhmout. Donc on ne sait pas sur quel modèle d'avion de chasse ces bombes ont été adaptées, mais le résultat, il est là et ce sera vraiment un grand avantage stratégique pour l'Ukraine avec une puissance de destruction qui est bien supérieure aux HIMARS par exemple, puisque les JDAM peuvent peser jusqu'à 1 tonne et une capacité de planer qui va aller de 40 à 70 km selon les versions. Donc si on s'éloigne un petit peu de la ville et qu'on regarde le reste du front autour de Bakhmout, eh bien on a beaucoup de champs et un réseau très dense de tranchées avec beaucoup d'offensives qui sont principalement réalisées par les Russes. Donc on a logiquement beaucoup d'images comme ce groupe d'assaut qui est détecté par un char de la 54e brigade motorisée ukrainienne. Et bizarrement, les Russes ne semblent même pas avoir ni de soutien, ni même de missiles anti-chars pour se défendre. Ici, ce sont des assauts nocturnes avec ces soldats qui sont sous le feu des snipers, mais la plupart du temps, les groupes sont plutôt visés par de l'artillerie qui est éclairée par des drones équipés de caméras thermiques. Mais globalement, sur la zone, retenez qu'il y a une progression mètre par mètre très très lente pour la Russie qui se fait à un coût humain qui est démesuré. Et donc sur les derniers mois, les Russes ont progressé de 4 km sur le flanc nord et de 3 km à l'intérieur de la ville. Donc le grand absent de ces combats, c'est évidemment l'aviation russe. Il y a quand même quelques engagements de Sukhoi 25, mais ça entraîne beaucoup de pertes, comme ici au-dessus de Bakhmout à cause du tir d'un Igla ukrainien, ou ici avec cet autre appareil qui est abattu au nord de Soledar, à Berestove. D'ailleurs, plus étonnant, plus sur les arrières, on a un Sukhoi 34 qui a été abattu au-dessus de la ville de Yenakiev, donc l'équipage a pu s'éjecter, mais comme ça se trouve à plus de 15 km du front, on se demande si c'est un tir de la défense aérienne ukrainienne, qui se trouverait du coup logiquement à plus de 30 km de distance, ou si ce sont les Russes qui se sont tirés dessus tout seuls. On finit plus au nord dans l'oblast de Luhansk où les mêmes causes produisent les mêmes effets. On n'a absolument aucune évolution du front malgré les nombreuses tentatives russes. Les seules évolutions sur la carte sont simplement révélatrices d'une meilleure connaissance de la situation de la zone qui était en grise par le passé. Et donc on a logiquement des échanges d'artillerie avec des destructions de part et d'autre, des combats dans les tranchées, comme ici où les Ukrainiens vont prendre quelques prisonniers. On voit des positions ukrainiennes qui sont très avantageuses en défense. Par exemple, ces soldats sont sur les hauteurs de Bilohorivka, ce qui offre un avantage énorme, puisqu'ils peuvent interdire l'arrivée des avions russes sur les environs, et ils ont aussi la possibilité de tirer en contrebas. Donc, niveau aviation, on a des soldats russes qui filment le passage de Sukhoi 25, également des Kamov 52 russes qui tirent de loin en cloche, et côté ukrainien, les Mi-8 qui font la même chose, sans qu'on puisse toujours juger de l'efficacité des résultats de ces tirs. On a aussi, plus anecdotique, cette vidéo qui montre une fois de plus la crainte qu'inspirent les drones. Là, dès que le drone arrive, on voit les Russes qui s'enfuient alors qu'ils étaient en train d'essayer de remorquer un T-80 avec un autre char. On voit qu'avec une petite munition bien placée, le premier char prend feu du premier coup, puis le drone largue une grenade dans le deuxième char. C'est-à-dire qu'un drone à 2000 € vient de faire fuir des équipages de chars, puis de détruire 2 chars T-80 d'une valeur qui est au-delà de plusieurs millions d'euros chacun. Donc un petit point sur les bombardements avec l'analyse qui avait été réalisée fin 2022, qui se confirme. Je vous avais dit à l'époque que les Russes ne pourraient pas continuer leur salve de missiles réguliers. Après la fin février, ils n'auraient plus de stock. Et en effet, ils avaient drastiquement réduit le rythme. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Mais là, on voit qu'il n'y a eu qu'une seule attaque qui a eu lieu le 10 mars. Fin avril, il y a quand même une dernière attaque qui a été réalisée. Tous les missiles envoyés sur Kiev ont été interceptés. Par contre, il y a certaines villes qui étaient moins bien défendues, dans lesquelles il y a plusieurs morts. Et malheureusement, encore une fois, c'est des civils qui ont été touchés. Donc les tirs russes se limitent à des vagues de drones iraniens, les Shahid, sauf que l'immense majorité d'entre eux est interceptée, comme vous le voyez sur le graphique, avec en noir les drones tirés et en rouge les drones abattus, c'est-à-dire une efficacité de 84% pour les Ukrainiens. Les Russes, ils utilisent aussi ponctuellement des missiles qui sont inadaptés pour le bombardement, notamment des missiles S-300 qui sont détournés de leur usage de défense aérienne, sauf que du coup, l'efficacité de ces attaques, elle est faible, comme on l'a vu avec des frappes, par exemple, sur le musée de Kupiansk le 25 avril, ou alors sur la ville de Zaporijjia, quand je m'y trouvais, où ils ont essayé de viser un pont et c'est tombé dans l'eau juste à côté. On souligne aussi plusieurs échecs des bombes planantes russes, avec un cas dans lequel elle n'a pas explosé, et heureusement puisque c'était tombé sur une zone résidentielle, mais aussi cette erreur avec une bombe qui a été lâchée par un chasseur russe alors qu'il se trouvait au-dessus de la ville de Belgorod, et a priori donc le système de guidage n'a pas fonctionné, la bombe est tombée à la verticale, heureusement sans faire de victimes.
Côté ukrainien, on a vu plusieurs bombardements, comme par exemple sur l'usine d'aviation de Voronezh début avril. Il y a aussi ce drone ukrainien qui s'est écrasé dans la région de Moscou fin février, mais on attend surtout d'avoir la preuve de l'utilisation du nouveau drone ukrainien d'une portée de 1000 km et également du missile balistique Rim 2, qui est développé en Ukraine avec des fonds saoudiens depuis plusieurs années et que les Russes disent avoir intercepté dans la région de Zaporizhzhia. Donc il y aurait eu déjà un premier tir intercepté sans qu'on ait de preuves. Mais en tout cas, si ce missile devient opérationnel, évidemment, ce sera un grand avantage, puisqu'à ce moment-là, il pourrait viser directement le pont de Crimée avec la portée qui est de 300 à 500 km, sachant que le pont de Crimée, il y a la partie routière qui a été enfin remise en service, mais pas encore la partie ferroviaire. Mais outre ces bombardements, ce qui marque également, c'est le nombre impressionnant d'incendies qu'on peut observer en Russie, et qui sont probablement la conséquence d'actes de sabotage. Donc on a un site qui est spécialisé en usines qui s'appelle Molfar, qui a fait des statistiques, et vous voyez que le nombre d'incendies a presque été multiplié par 4 en 2023 par rapport à la même période l'an dernier, avec 212 incendies de janvier à mars, et ce sont les usines et les entrepôts russes qui sont les plus touchés, et apparemment ça empire encore en avril, même si les statistiques n'apparaissent pas, avec par exemple 4 incendies en 9 jours dans les usines chimiques de la ville de Dzerzhinsk. On va aussi souligner quelques actes de résistance, notamment en Biélorussie, dans lequel ils ont endommagé le système de détection d'un avion radar A-50 en faisant atterrir un petit drone sur son toit et en le faisant ensuite exploser, si bien que le président biélorusse a demandé que cet avion soit remplacé puisqu'il a été endommagé. Et on a également le sabotage d'un Sukhoi 27 par un groupe russe d'opposition à la guerre. Si on regarde maintenant les perspectives matérielles, vous l'avez déjà dit, on est sur une tendance qui ne peut pas changer, c'est-à-dire que l'armée russe est structurellement de moins en moins bien équipée, ses unités ne peuvent pas compenser ses pertes, surtout qu'elle n'a absolument aucun soutien si ce n'est celui de l'Iran, qui fournit évidemment ses drones Shahid et également apparemment des munitions par voie maritime via la mer Caspienne. Donc il y a beaucoup de regards qui se tournaient vers la Chine, mais finalement la Chine, malgré la visite de Xi Jinping à Moscou, elle renforce au contraire l'application des sanctions, avec par exemple le retrait de la plus grande entreprise chinoise de logistique qui ne va plus faire de commerce avec la Russie, et ça a été annoncé le lendemain de la visite d'État chinoise. A contrario, côté ukrainien, les promesses de dons se concrétisent lentement en livraison, mais elles sont très très importantes. Ici par exemple, ce sont des blindés qui sont débarqués d'un navire en provenance des USA, et quand j'ai été en Ukraine, j'ai aussi vu des Challenger 2, et on sait aussi que des chars Léopard sont déjà dans le pays. Les promesses, c'est 80 chars Léopard 2 et plus d'une centaine de chars Léopard 1. On sait aussi que les AMX-10 français sont arrivés. On a vu pour la première fois des armes en provenance des Émirats Arabes Unis, avec ce Pantera T6, également des véhicules de reconnaissance Mowag Eagle 1 qui sont fabriqués en Suisse et dont on ne sait pas exactement comment ils sont arrivés là. Du côté aérien, l'Ukraine a reçu la majorité des 27 MiG-29 qui ont été offerts par la Slovaquie et par la Pologne, et on a annoncé également 14 Mi-8 de la part de la Croatie et 12 Mi-24 de la Macédoine du Nord. Et pour l'avenir, on a des milliards et des milliards de dollars de munitions et de blindés en provenance des USA. Le Danemark a offert ses 19 canons César qui vont bientôt arriver. La Suède va fournir 8 Howitzer Archer. L'Italie va ajouter encore 20 M109. Dans la défense aérienne, on a le Canada qui fournit 12 véhicules et la Norvège qui ajoute 2 systèmes NASAM. Les Pays-Bas vont offrir des navires chasseurs de mines ainsi que des moyens de franchissement d'obstacles. La Pologne a déjà livré 60 chars PT-91, elle va ajouter encore 50 BMP-1 et 200 transports de troupes 8-8 Rosamac. La Belgique fournit 150 camions militaires et 80 blindés type Iveco LMX Lynx. Donc la liste est vraiment longue, elle s'allonge chaque jour. Je vous laisse aller voir les informations en commentaire épinglé de cette vidéo, mais aussi on a des annonces qui attendent des confirmations, comme le Pakistan, qui fournissait déjà des munitions et qui a annoncé vouloir fournir également 44 chars T-80 UD, mais aussi l'Égypte, qui se décide à produire des munitions au profit de l'Ukraine, et il y aurait des discussions très avancées avec la Corée du Sud également dans ce domaine. Donc vous voyez, on a un nombre croissant de pays qui soutiennent toujours plus l'Ukraine militairement. Il y a tous les pays les plus industrialisés du monde qui travaillent au profit de l'Ukraine. Donc structurellement, la Russie ne peut pas suivre et elle ne tient aujourd'hui que sur des stocks qui s'amenuisent à vitesse grand V et aussi sur la tolérance incroyable de ces hommes aux pertes. Donc dans le même temps, on voit que l'Ukraine a économisé ses forces.
en réduisant ses pertes grâce à sa position de défense pendant tout l'hiver. Et si on fait des maths, on sait qu'il y a plus de 100 000 soldats ukrainiens formés, aguerris, qui ne sont aujourd'hui pas engagés. Donc l'Ukraine a diffusé quelques images que vous voyez ici. On a également les unités mécanisées qui ont réalisé les grandes offensives de septembre à novembre qui sont disponibles et auxquelles il faut ajouter les équipements occidentaux qui ont été livrés mais qui n'ont pas encore été vus sur le terrain, ainsi que les chars qui devraient être disponibles entre la fin mai et la début juin. Donc, d'après nos estimations, sur les 450 pièces d'artillerie portant à plus de 30 km qui ont été fournies par les alliés de l'Ukraine, il y en a environ 80 qui ont été détruits, et seulement la moitié des autres sont déployés. Ça veut dire qu'il y aura environ 150 pièces d'artillerie qui sont disponibles pour une contre-offensive, ce qui permet par exemple de saturer un front sur une largeur d'environ 100 km. Et à raison de 50 tirs d'obus par jour et par pièce d'artillerie, il faut compter environ 7000 obus par jour pour cette offensive. Or, d'après notre suivi des fournitures de munitions, il y a environ 150 000 obus d'artillerie qui sont en stock, ce qui permet de réaliser une offensive pendant au moins 20 jours, une offensive lourde, sans compter les HIMARS, les bombes JDAM, dont on a la preuve qu'elles sont déjà exploitées et disponibles. Donc, pour la zone d'offensive, si on regarde une carte, on pense tout de suite à la zone sud, parce qu'évidemment, il y a des grandes plaines qui sont avantageuses pour celui qui a la meilleure artillerie, et plus particulièrement la zone qui se trouve autour de Melitopol, car dans cette zone, si les Ukrainiens arrivent à libérer ne serait-ce que 10 000 km² jusqu'à la mer d'Azov, c'est-à-dire 2 fois moins que ce qu'ils avaient réussi à libérer à l'automne dernier, eh bien ils pourraient mettre à portée de tir les routes d'approvisionnement qui viennent de Crimée, et on aurait alors une énorme poche de Russes qui serait enfermée entre la Crimée et le Dniepr. Évidemment, comme c'est le plan le plus logique et le plus ambitieux, c'est celui pour lequel les Russes sont certainement le mieux préparés, et c'est aussi pour cela qu'on voit une densité de défense qui est si élevée dans la zone, même si l'on peut quand même noter qu'il y a des trous dans la raquette qui sont logiquement connus des Ukrainiens, puisque nous, on les connaît au Nosint. Ce qui va être déterminant dans cette contre-offensive, ce sera le ratio de pertes par rapport à la superficie en kilomètres carrés qui vont être récupérés. Si le ratio est aussi mauvais que pour les Russes depuis 3 mois, je vous rappelle que la Russie a perdu 450 véhicules au mois de mars, ainsi que des milliers d'hommes pour simplement prendre 70 km², et bien évidemment, dans ce cas-là, le front finira par se stabiliser, parce que les deux armées auront été incapables de casser le front, et puis la guerre n'est simplement pas soutenable. Mais si les Ukrainiens arrivent à progresser de manière aussi efficace qu'entre septembre et novembre, ce que je crois possible, à ce moment-là, on peut estimer qu'ils continueront avec des phases successives, tant que les Alliés les soutiendront, parce que je pense qu'il ne faut pas parier quand même sur l'effondrement de l'armée russe, si ce n'est localement, avec ses avancées. Donc, pour le timing, on commence à avoir quelques préparatifs, par exemple avec un accroissement inédit des destructions d'équipements de guerre électronique depuis 1 mois et demi, comme vous le voyez sur ces graphiques. Par contre, il va falloir attendre encore un peu pour que les offensives soient réellement lancées, puisqu'il y a encore des fortes pluies dans certaines régions, ce qui prolonge la période de Rasputitsa, et ce qui empêche évidemment les grands mouvements de véhicules blindés dans les champs. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain point de situation, avec probablement les premières analyses sur la contre-offensive qui probablement aura eu lieu d'ici là. En attendant, vous allez avoir plein de vidéos sur mon 2e voyage en Ukraine, où j'ai pu visiter des centres d'entraînement, j'ai pu réaliser des interviews, participer à des missions humanitaires. D'ailleurs, je vous remercie pour votre générosité. On en est à 24 4x4 qui ont pu être livrés grâce à vous, en parlant que des 4x4, il y a d'autres équipements également. Les combattants également vous remercient, parce que la collecte qu'on a partagée avec la vidéo de looping a permis de récolter 17 000 €, ce qui leur a permis d'acheter des drones, dont un drone thermique, également des optiques, également des tenues de combat protégées infrarouges. Donc, ils vous remercient, je vous passe le message, et je vous remets également tous les liens en commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez les soutenir si vous le souhaitez. Donc je vous remercie encore une fois pour votre nom, merci à l'équipe Discord pour son soutien, à l'équipe d'Eric Cosmos avec Gaëtan Powys et Victor Rioux qui écrivent de super articles, je vous encourage à aller les lire, Hugo qui travaille avec moi et évidemment NordVPN, le sponsor, avec tous les liens qui sont en commentaire de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.